Arratsaldeon, deneri. Bon, barkatu frantsesez hariko naiz, Ez dakit aski ongi mizatzen eskuaraz, eta kreatu du liburu bat frantsesez, eta horrentzat frantsesez eranen zaitut zoin da liburua hori. Bon, excusez-moi de parler français. Je ne sais pas suffisamment bien le basque. Je fais partie de la génération perdue, qui a su un peu, qui a parlé basque à la maison, avec un père qui était correspondant des RIA toute sa vie. Et malgré ça, bon, on a eu la pression de l'éducation nationale, de ce que tout le monde connaît, et je fais partie un peu de la génération perdue. Et c'est un grand dommage, un grand regret pour moi de ne pas pouvoir écrire en basque. Et même quelquefois dans l'écriture française, il y a des expressions ça, qui me reviennent, mais que je ne peux pas rendre, hélas, et que j'écris en français. Alors le livre qui vous est présenté, c'est un livre qui est en deux parties, si vous voulez. Tout est parti d'un ouvrage qui est écrit par un pêcheur. Shan Alsate, pêcheur à Saint-Jean-de-Luz, qui, à la fin de sa vie, a voulu raconter toute son histoire de pêcheur, depuis la prime enfance jusqu'à la fin de son expérience de pêche, pour ses petits-enfants. L'avantage, c'est qu'il avait une mémoire phénoménale et qu'il s'est bourré de détails. Son livre s'appelait Anya Nunzare. Anya, c'est le mousse en basque, sur le port Saint-Luz. Le mousse qui démarre, on l'appelle Anya. Et donc, c'était un récit qui était passionnant. Et pour l'histoire de la pêche à Dakar, j'ai pu, à partir de ce livre, extraire tous les passages du livre qui racontent sa vie et son expérience de pêcheur à Dakar. Il a été pêcheur à Dakar pendant 16 ans. Et il n'est pas parti lors des premiers voyages qui étaient en 1956, il est parti en 1959, parce qu'il a eu des problèmes de santé. Et c'est un récit qui est passionnant. On est sur le bateau, complètement sur le bateau, c'est Dakar vue de mer, et on vit au rythme du bateau, et c'est très appréciable, si vous voulez, d'avoir un récit qui est assez long, qui reproduit absolument la vie des pêcheurs, avec les périodes de calme, avec la rencontre avec l'Afrique, qui était imprévue pour eux, qui sont jetés à Conakry en disant on n'est plus au temps de la colonisation, avec la découverte des Africains lorsqu'ils ont commencé à prendre des pêcheurs sénégalais chez eux, et que tout d'un coup les Sénégalais se sont rendus compte que les pêcheurs basques n'étaient pas des colons, que c'était des travailleurs comme eux à faire vivre une famille, et que les Basques aussi ont découvert des pêcheurs qui étaient des piroguiers avant, et qui étaient durs au travail et puis ouverts au partage, avec des moments de grande poésie, parce que c'est un homme il a une façon de parler, dit « je suis le plus riche du monde avec toute la beauté que je vois », avec les épisodes de pêche quand tout d'un coup sur le pont, quelqu'un qui crie « Balbaya, Charlara », c'est le banc de thon, ou bien Léouna, le banc de thon qui faufile, et qu'à ce moment-là, tout se met en branle, dans une excitation terrible, les cadres sont jetés à l'eau, on arrose avec des jets d'eau, on jette le païtia, le petit poisson qui avait été pris avant, et là c'est l'euphorie, et quand on lit le texte, on a l'impression même de recevoir du sang à travers soi, de sortir complètement aveuglé aussi avec cette folie de la pêche, avec la présentation des conditions de vie. On ne se rend pas compte de la dureté de la vie qu'ils avaient sur ces bateaux, et qui pourtant, les bateaux c'était des clippers, mais il faut savoir aussi que aller à Dakar, j'ai regardé un petit peu, on parle toujours de la pêche des Basques sur les côtes du Canada,
hein, du Labrador pour la pêche à la baleine, hein, j'ai mesuré la distance entre le port de Saint-Jean-de-Luz et le port de Dakar est supérieure à la distance de Saint-Jean-de-Luz à Saint-Pierre-Miquelon. On ne se rend pas compte des longueurs de traversée, normalement qui devaient durer 10-20 jours, qui pouvaient durer jusqu'à 40 jours, et avec des grands dangers. Donc il y a tout un récit qui mérite vraiment d'être goûté, si vous voulez, de vivre avec ce rythme de la mer, essayer de connaître vraiment quelle est la vie même d'un pêcheur d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est cette vie que ces marins vivent. Et donc ça c'est ce qu'on appellerait dans la version, j'appellerais vue de mer. Donc j'ai fait par contre moi une première partie que j'appelle vue de terre pour expliquer un peu le contexte de cette aventure absolument exceptionnelle. Parce que c'est vraiment une aventure absolument exceptionnelle. Hein. Moi-même, j'étais stupéfait de l'audace de ce qui s'est passé. L'histoire, si vous voulez, c'est que le port de Saint-Jean-de-Luz, c'était un port qui avait, dans les années 40, 50, jusqu'aux années 1950, c'était un port sardinier. Il y avait énormément de sardines, et tout d'un coup, la pêche à sardines s'est complètement effondrée. Heureusement que le thon avait apparu, et ils avaient une technique de pêche qui n'était pas très efficace. Il y a eu des marailleurs qui ont voulu introduire apprendre aux pêcheurs à pêcher à la canne, à l'appât vivant, ce qui était une façon de pêcher complètement différente. Vous savez, on ramasse le poisson, le pailletia, on le met dans des bacs, et puis après on le jette, on arrose l'eau avec un jet d'eau, et puis on tire le poisson directement, et on peut en tirer beaucoup plus qu'avant. Quand il a voulu présenter ça, il a présenté ça au cinéma Saint-Jean-de-Luz au Select. Les pêcheurs, c'était la grande rigolade. Ils ont dit mais ils se moquent de nous et autres. Et puis il y avait quand même au sein du port un mouvement coopératif qui s'était lancé. C'est un mouvement de reprise en charge du port par les pêcheurs. Ils avaient créé une première coopérative, la Basquaise, et après ils ont pris la gestion directe de la criée, de l'encan. Et les pêcheurs ont commencé à être les patrons au niveau de la criée. Et puis il y avait un syndicat de marins avec un homme providentiel. Cochet Bazurco est un homme exceptionnel, et qui a été la grande chance du port de Saint-Jean-de-Luz. C'était un meneur d'hommes, il ne travaillait que collectivement. Il a créé ce coopérative, surtout la coopérative Ichachocoa, et à partir de là, il a dit on se prend en main. L'idée tout le monde savait qu'il y avait du poisson sur les côtes africaines. Il a réussi à convaincre 2 bateaux à faire une période expérimentale pendant 2 ans, et elle a été productive. Et à partir de là, il a dit aux pêcheurs, parallèlement, on va renouveler notre flotte de pêche. Ils ont créé des clippers qu'ils ont sur le port de Sokoa, qui ont été fabriqués sur le port. Et à partir de là, il a dit on y va. Bon, c'était la grande inconnue. Pour y aller, on va créer Balchan. Balchan, ça veut dire c'est le partage. C'est-à-dire on met toutes les dépenses et toutes les recettes à égalité pour tous les bateaux. C'est-à-dire que personne ne va perdre, personne ne va gagner plus l'un que l'autre. On part sur ce principe-là. Et à partir de là, il y a eu un premier renvoi qui s'est passé en 1956 de 28 bateaux, 360 pêcheurs à peu près sont partis pour célébrer ça sur le port. On a eu un pardon à la façon des Bretons, 5000 personnes sur le quai avec des prières sur le quai, et début novembre, la flottille est partie. Et puis ça a marché. Ça a marché l'année suivante. Il y avait près de 370 pêcheurs, 470 pêcheurs. On est compte, c'était le nombre de familles de Saint-Jean-de-Luz qui étaient concernées. Ils arrivent à Dakar, le port non équipé. Il y avait rien. Il n'y a pas de glacière, il n'y avait rien. Qu'importe, on construit des glacières. Il y avait les Bretons aussi, d'un moment coopératif, qui jouaient le jeu aussi avec les Basques. On commence à équiper le port. Et puis les conserveurs locaux n'étaient pas très contents. On construit un bateau pour congeler. Des histoires avec les
les conserveurs qui disent qu'il faut interdire ce bateau, qu'importe. On construit un bateau encore plus gros, l'Irati, pour congeler, alors que le premier avait été interdit. Et une équipe de Saint-Jean-de-Luz va vivre à Dakar, de la coopérative Echachocoa. On construit un bâtiment pour les marins, pour qu'ils puissent recevoir le courrier, faire les fêtes de Noël, pour pouvoir tout organiser. On négocie avec le gouvernement qui était la nouvelle République du Sénégal, avec Senghor. On accepte qu'à partir des années 62, on prenne un équipage qui soit sénégalais. Une partie des pêcheurs, enfin les 2 ou 3 qui dirigent le bateau sont des Basques, le reste sont sénégalais. On paie les pêcheurs le même mantia que les Basques. Dans l'usine que Saint-Jean-de-Luz avait construite à Dakar, pour eux-mêmes, qui était en parallèle d'une usine qui avait été coopérative construite à Saint-Jean-de-Luz, toujours sur les fonds des pêcheurs, sans aucun appel extérieur. On paie les ouvriers, les femmes sénégalaises au même prix que les femmes françaises, ou que le personnel français. Au point que même le président Senghor s'émeut et dit, va voir en disant, non, écoutez, c'est démesuré, c'est des niveaux de salaire qui sont démesurés, vous allez nous mettre l'équilibre financier de notre pays en péril. Donc on accepte de baisser le salaire, mais on compense avec des conserves, avec des vêtements et autres, de façon qu'on ait une égalité. On a eu un épisode assez extraordinaire. Le gouvernement du Sénégal voulait avoir sa propre usine, mais grosse usine, on appelle l'usine californienne, 15 500 mètres carrés, 800 personnes qui travaillent dedans. Et puis ils avaient demandé aux conservateurs français de pouvoir le faire. Les conservateurs ne bougent pas. Cochet Bazurco apprend que le gouvernement, en 68, fin 67 même, va confier la construction de ça à des Russes. Son sang n'en fait qu'un tour. Ils font se voir en décembre Senghor et lui dit, il n'est pas question, c'est nous qui allons vous le faire, nous les pêcheurs. On va vous construire votre usine pour vous. Et il dit, mais je prends le pari. On a donné le terrain qu'au mois de mars. Il fallait que l'usine soit ouverte au 1er novembre. Il fait construire à Saint-Jean-de-Luz. Il prend un architecte Saint-Jean-de-Luz, il fait construire les armatures en bois enfin, armatures en bois, c'est pas très français, ça. Bon, il les fait transporter par bateau là-bas, et au 1er novembre, quand Senghor arrive, l'usine fonctionne et la première boîte de thon est donnée. Et parallèlement, le port de Saint-Jean-de-Luz, avec cet apport économique qui a redonné un pouvoir d'achat aux pêcheurs. Et ce qui est très très important, c'est que ça a redonné dignité aux pêcheurs à Saint-Jean-de-Luz. Il faut savoir qu'il y a même un témoignage là, de l'aumônier des pêcheurs avant. L'aumônier des pêcheurs dit, les pêcheurs à Saint-Jean-de-Luz, ils étaient quand même, à Saint-Jean-de-Luz à l'époque, il y avait 1200 pêcheurs. C'était quand même important. Il parle de sous-prolétariat. Parce qu'ils vivaient difficilement, durement. Et là, les pêcheurs ont pu gagner correctement leur vie, acheter ou construire acheter des appartements, construire des maisons, et ils ont pris rang et dignité. Et au port de Saint-Jean-de-Luz, la même dynamique audacieuse s'est développée. C'est d'eux-mêmes, ils ont créé une criée, ils ont créé un slipway, vous savez, un bateau, un endroit. Ils ont créé une glacière, la première glacière d'un port en France. Ils ont monté un système pour que chaque bateau soit la propriété des seuls pêcheurs. Seuls pêcheurs. Et ce n'est pas des patrons, des financeurs extérieurs. Et on a vécu une période, cette période de Dakar, a été, qui grosso modo, la grande période, c'est 1956-1970. Après, il y a des bateaux lusiens qui ont continué. Chalal Chaté est resté jusqu'en 1976. Certains, même, il y a 2 ou 3 bateaux qui sont restés à demeure à Dakar. Mais c'était une opération très bénéfique pour le Sénégal, puisque
on a permis de former des marins, d'équiper un port, leur donner des possibilités d'écouler leurs produits. Il faut savoir que après le départ des Basques, la pêche au thon à Dakar, au Sénégal, a représenté 18% du PIB du Sénégal. Bon, maintenant, hélas, tout s'est effondré à cause des énormes bateaux, des semeurs qui pillent les mers, comme ça se passe ici. Et à Dakar, c'est absolument dramatique. Mais c'est une aventure de solidarité exceptionnelle, de prise en main par les pêcheurs. Et c'est tout ça qu'on voulait raconter dans ce livre, avec ces deux visages, ce vue de mer, qui est quand même ce récit étonnant et très beau, et ce vue de terre qui permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà.